En 1913, alors que les tensions entre nations européennes s'apprêtent à plonger le continent dans un chaos meurtrier sans précédent, la revue d'aéronautique française L'Aérophile publie presque anonymement l'article d'un certain René Laurin. René Laurin est ingénieur à la Compagnie Générale des Omnibus, l'ancêtre de la RATP, et sa spécialité, ce sont donc les autobus et autres tramways. Mais ce n'est pas pour ses compétences en matière de transport en commun que l'histoire se souviendra de lui, si tant est qu'elle s'en souvienne. Parce qu'en réalité, son truc à lui, ce sont les avions. 5 ans plus tôt, en 1908, il a été le premier à suggérer une idée tellement folle qu'elle est presque passée sous silence. Cette idée, c'était celle selon laquelle on pourrait un jour propulser des avions à l'aide non pas de simples hélices, mais de carburant enflammé directement dans la masse d'air, une fois celle-ci compressée par des systèmes de turbines. Autrement dit, un réacteur. Nous sommes alors plus de 30 ans avant les premiers vols des avions à réaction britanniques et allemands. Je ne vous fais donc pas de schéma, René Laurin est un petit génie. Mais il n'en a pas fini avec les idées folles. Retour en 1913, cette fois dans les pages de l'Aérophile, c'est un concept encore plus novateur qu'il décrit. Le nouveau moteur dont il lui est venu l'idée reprend le principe général du réacteur, puisqu'il s'agit de faire brûler du carburant directement dans l'air sous pression, mais cette fois il a en plus l'avantage de la simplicité, puisqu'à l'intérieur de cette tuyère, à la place d'un système de turbines complexe et de dizaines de pièces mobiles devant œuvrer de concert à la perfection, il n'y a plus rien. Enfin, rien à part l'injecteur de carburant. Tout le génie de son moteur tient dans la forme du carénage et du circuit d'air, capable à elle seule d'accélérer et comprimer suffisamment l'air pour le faire fonctionner. Ce moteur, on le connaît aujourd'hui sous le nom de statoréacteur, et Laurin pressent qu'il doit être capable d'emmener des aéronefs à des vitesses absolument folles, sans être limité par la survitesse de ses pièces mobiles, puisque celle-ci n'existe pas. Seul problème, pour mettre en œuvre son coup de génie, eh bien nous sommes en 1913, les seuls avions existants à ce moment-là ne dépassent pas les 100 à 200 km/h, et la plupart sont encore construits de bois et de toile. Or, pour qu'un statoréacteur démarre, il lui faut une vitesse initiale bien plus élevée. L'invention de René Laurin est donc tout simplement bien trop en avance sur son temps, et en fait les appareils capables de supporter de tels moteurs ne seront construits que plus de 40 ans plus tard, bien après la mort de l'inventeur. Il ne se doutera jamais de l'avenir de ses idées, et on ne peut pas dire que son nom soit vraiment resté à sa juste place dans nos mémoires. Alors, la prochaine fois que vous monterez dans un avion de ligne, ayez donc une pensée pour René Laurin, celui qui, il y a plus d'un siècle, a esquissé les plans des moteurs qui s'apprêtent à vous faire voler. Salut les terriens! De toute évidence, l'invention du statoréacteur de René Laurin est venue trop tôt dans l'histoire. Les avions des années 1910 étaient encore très loin d'être assez robustes pour embarquer pareil monstre. Mais pourtant, l'article de l'Aérophile n'a pas été publié en vain, loin s'en faut, car il a embrasé l'imaginaire d'un autre René, de 20 ans son cadet, lui aussi ingénieur et passionné par tout ce qui vole, René Leduc, qui va s'empresser de dessiner quelques-uns des engins volants les plus dingues de l'histoire. De René en René, l'histoire ne faisait que commencer. Bienvenue donc dans l'incroyable odyssée du statoréacteur, ou comment les bricolages de ces deux Français ont posé les bases de l'avion le plus rapide de l'histoire, l'épisode aéronautique avec le plus de fois le prénom René de tout YouTube. Nous voici à présent au milieu des années 20. Le jeune René Leduc, qui vient d'être promu chef du bureau de calcul chez Breguet Aviation, dépose un brevet pour un nouveau type de moteur déjà inspiré des idées de René, premier du nom, le pulsoréacteur. Il ne s'agit pas encore ni d'un turboréacteur comme on en trouve sur les avions modernes, ni d'un statoréacteur pour lequel il se fera un nom plus tard. Le pulsoréacteur a un fonctionnement saccadé, il marche par cycle. D'abord, de l'air est admis en entrée par une série de clapets, en même temps qu'une certaine dose de carburant est injectée. Puis les clapets sont fermés et des bougies enflamment le mélange. L'explosion qui en résulte provoque une surpression dirigée à travers la tuyère vers l'arrière et crée la poussée, et on recommence. L'avantage de ce moteur, il est simple à construire et peut propulser un avion sans vitesse initiale, mais son système de clapets en entrée lui donne un rendement extrêmement médiocre et il est impossible d'en régler la puissance. Une fois allumé, en fait il part à 100% jusqu'à extinction. En fonctionnement, il produit un vacarme infernal sous la forme d'une série de déflagrations à chaque cycle de fonctionnement, un bruit très caractéristique que les habitants de Londres apprendront à redouter, car si le pulsoréacteur avec son mode de poussée en tout ou rien et ses cycles plutôt brutaux n'est pas très adapté aux avions à passagers, les Allemands en feront quelques années plus tard un usage intensif dans leur missile V1, envoyé massivement bombarder l'Angleterre.
Qu'a pu penser René Leduc en comprenant que son invention avait principalement servi à s'en prendre à des cibles civiles? Nous ne le saurons pas, mais c'est une leçon à garder quelque part en mémoire. En aéronautique comme ailleurs, innovation est synonyme d'avantage militaire, et l'usage qui en sera fait ne dépendra alors que de la morale du pouvoir en place. Mais pour René Leduc, il ne s'agit alors que d'avancer sur le chemin de la découverte, et au début des années 30, son second brevet s'inspirera directement du travail de son homonyme 20 ans plus tôt, puisqu'il s'agit cette fois des plans d'un véritable statoréacteur. En 1936, après une série d'essais sur des tuyères d'une trentaine de centimètres, il parvient enfin à stabiliser la combustion de son moteur. En 1938, il expose au salon de l'aéronautique une maquette de son projet avec une pancarte clamant « Avion devant voler à 1000 km/h à une puissance de 10 000 chevaux et avec un plafond de 25 000 mètres ». Ses ambitions un peu délirantes pour l'époque sont clairement affichées, mais son invention attire l'attention du ministre de l'Air qui lui commande la construction du premier prototype. Malheureusement, l'Europe s'apprête à nouveau à sombrer dans la guerre, et avec elle, les travaux d'un avion bien trop inabouti pour être employé au combat sont interrompus. Ce n'est donc qu'en 1946 que le prototype Leduc 010 sort enfin des ateliers toulousains pour un premier vol installé sur le dos d'un avion porteur Languedoc 31. Et rien qu'à son profil, on comprend qu'il ne s'agit pas d'un avion comme les autres. Déjà, il a l'air d'un gros réacteur avec des ailes, et ce n'est pas qu'une impression car c'est exactement ce qu'il est. Son moteur occupe absolument toute la place de son fuselage, de l'entrée d'air conique à l'avant jusqu'à l'énorme tuyère à l'arrière. Et puisqu'il faut bien que quelqu'un soit aux commandes, le pilote se retrouve relégué à occuper un habitacle absolument minuscule à l'intérieur du cône avant, en plein milieu de l'entrée d'air. Il dispose d'une verrière ridiculement petite qui lui permet à peine de voir devant lui, et de 2 hublots ronds de chaque côté pour avoir une vague idée de ce qui se passe autour de lui. Mais on ne va pas se mentir, il ne faut être ni claustrophobe ni pessimiste de nature pour accepter de monter à bord. L'avion n'est pas très grand, 10 mètres à peine d'envergure, son train d'atterrissage déployable n'inclut pas de mécanisme pour le re-rentrer, car il n'est pas prévu que le 010 décolle par ses propres moyens. Ah oui, et puis j'oubliais, pas de siège éjectable individuel à bord, s'extraire de ce cône étriqué serait trop compliqué, c'est donc l'ensemble de la cabine qui doit s'éjecter au besoin et revenir sur Terre sous parachute. Bon, heureusement, personne n'aura à tester cette possibilité. Derrière le pilote, la monstrueuse tuyère est vide de toute mécanique, ce n'est qu'un long tuyau de poêle aux formes finement calculées, équipé d'injecteurs de carburant sur toute sa périphérie, et c'est tout. Comme le statoréacteur est incapable de démarrer depuis une position immobile, le Leduc 10 doit être porté pour son décollage sur le dos de son acolyte, le Languedoc 31, puis largué à suffisamment haute altitude. Et de 1946 à 1948, les essais s'enchaînent pour valider les systèmes de l'avion, sa capacité à être piloté malgré sa conception étrange, sans encore mettre le monstre à feu. Mais le 21 avril 1949, enfin, le premier vol au monde d'un avion à statoréacteur est effectué, et ça fonctionne. L'avion prend de l'altitude, manœuvre, teste la puissance de son propulseur, et revient se poser sans encombre. C'est alors le premier de plus de 50 vols autonomes. En juillet 1951, le Leduc 10 est le clou du salon de l'aéronautique du Bourget, et René Leduc y affirme son ambition, améliorer son modèle pour en faire un avion de chasse imbattable en termes de vitesse. Les prototypes s'enchaînent jusqu'au milieu des années 50, le modèle 16 est équipé de 2 turboréacteurs miniatures en bout d'aile pour les phases à basse vitesse, notamment avant l'atterrissage. Mais ils ne sont pas assez puissants pour lui permettre de décoller de lui-même, et il lui faut encore recourir au service d'un avion porteur. Le 021, plus puissant, doit permettre d'atteindre enfin Mach 1, ce mur du son franchi pour la première fois par les Américains en 1947. Sa conception est cette fois légèrement différente, car c'est presque tout le cône avant qui est transparent, et contrairement aux 2 précédents, son pilote jouit enfin d'une vue à plus de 180 degrés. Mais malgré près de 250 vols autonomes, le mur du son se refuse, impossible de dépasser Mach 0,95, le modèle 021 est finalement mis au placard. Nous sommes en 1953 et face à la situation qui se met en place entre bloc américain et soviétique, l'armée française lance un appel d'offres pour la conception d'un chasseur à haute vitesse capable d'intercepter n'importe quel bombardier soviétique tout en pouvant décoller depuis une piste de seulement 1 km de long. Pour René Leduc, c'est le moment de montrer de quoi un statoréacteur est réellement capable. Son dernier modèle, le Leduc 022, sort des ateliers en juin 1956. Cette fois, il est capable de décoller de lui-même. Fini les assemblages sur le dos du Languedoc, place à un vrai avion entièrement autonome. Pour ça, les ingénieurs ont réussi la prouesse d'intégrer un petit turboréacteur conventionnel à l'intérieur même du statoréacteur principal, qui ne sert qu'aux phases de décollage et d'atterrissage.
Une fois en vol, le moteur d'appoint est éteint et laisse son grand frère faire parler la poudre. En théorie, compte tenu de sa masse, de sa taille et de la puissance de son moteur, le 022 doit pouvoir atteindre sans mal les Mach 2. Sa conception comporte en outre un certain nombre d'améliorations par rapport au 21. Le pilote dispose enfin d'un vrai siège éjectable, d'un radar installé dans le nez de l'avion, et son train d'atterrissage peut se replier puisqu'il sera enfin utilisé pendant le décollage. Pour la partie militaire, il est prévu de lui ajouter plus tard une paire de missiles sous les ailes pour remplir son rôle d'interception, mais rien de plus. Il ne s'agit pas d'un avion de combat capable de se lancer dans un corps à corps avec son adversaire, tout est misé sur la vitesse, il doit fondre sur sa cible et repartir avant que quiconque ne soit capable de le prendre en chasse. Malheureusement pour lui, c'est justement en question vitesse que le 22 pêche le plus gravement. Sous la poussée de son statoréacteur monumental, il atteint sans mal la zone transtonique juste avant Mach 1, mais c'est là que les choses se gâtent. Franchir le mur du son se révèle bien plus problématique que prévu, et si au prix de grands efforts il finit bien par atteindre Mach 1,15, ce sera malheureusement le maximum pour lui, aux grandes dames de son inventeur. Et s'il n'a aucune chance de faire mieux, même avec le plus puissant des moteurs, c'est que dès sa conception, le 22 a oublié une règle fondamentale du vol supersonique. Et c'est donc le moment pour moi de vous parler de la loi des airs. En aérospatial, ce que l'on appelle la loi des airs dicte la vitesse d'un satellite tout au long de son orbite elliptique. Mais ce n'est pas du tout celle-là qui nous intéresse aujourd'hui. La loi des airs, quand on parle de vol supersonique, c'est celle qui dit que pour minimiser la traînée au-delà de Mach 1, la surface d'une coupe transversale de l'avion doit varier le moins possible, et en particulier elle doit rester la même depuis la fin du cône avant jusqu'à l'arrière des ailes. Autrement dit, sur ce schéma, la surface turquoise doit être identique à toute la surface bleue, or la bleue inclut l'épaisseur des ailes. Le fuselage doit donc, lui, pour compenser, être plus étroit. L'exemple type d'application tardive de cette loi des airs est visible sur le chasseur américain Convair F-102. Dans sa première version, le diamètre du fuselage restait constant, or la surface en coupe de son aile delta augmentant au fur et à mesure qu'on allait vers l'arrière, la loi des airs n'était clairement pas respectée. La conséquence de cette erreur, c'est une montée en flèche de la traînée aérodynamique à l'approche de Mach 1. L'avion se retrouvait alors incapable de passer le mur du son en palier. Les plans sont alors revus et voilà la nouvelle version. La différence ne saute pas aux yeux, et pourtant ce nouvel avion possède un genre de taille de guêpe. Si vous regardez attentivement, son fuselage s'amincit au fur et à mesure qu'on va vers l'arrière, la loi des airs est cette fois respectée. Le résultat de cette coûteuse modification ne se fait pas attendre, non seulement le F-102 passe Mach 1, mais il devient capable de maintenir une vitesse supersonique même en phase de montée. Pour vous résumer grossièrement la mécanique derrière cette règle, il faut s'imaginer qu'à chaque augmentation de l'air transversal, il se formera aux vitesses supersoniques une onde de choc. Or, une onde de choc est un phénomène qui coûte énormément en termes de traînée aérodynamique, le jeu est donc de les minimiser autant que possible. On voit bien sur cette image d'une maquette de chasseur en soufflerie les différentes ondes de choc à chaque élargissement du profil et au début des ailes. Mais ici au moins, le fuselage est calculé pour s'amincir vers l'arrière, et il est fait en sorte que l'air total tout au long des ailes reste la même. En fait, le Leduc 22, avec son fuselage cylindrique, ne respectait clairement pas cette règle. Malheureusement pour lui, cette découverte sur un autre continent arrive trop tard dans son développement. S'approcher de Mach 1 revenait pour lui à se heurter à un mur aérodynamique quasi infranchissable, malgré l'énorme puissance de son statoréacteur. Alors je vois les plus malins préparer une remarque, car deux des engins supersoniques les plus célèbres au monde n'avaient clairement pas ce profil en taille de guêpe. Ces deux appareils, vous l'aurez peut-être remarqué, ce sont d'une part le Concorde, dont le fuselage avait le même diamètre de bout en bout, histoire de ne pas avoir à trier les passagers par ordre de taille, et d'autre part la navette spatiale, dont la soute avait des lignes parfaitement droites depuis l'arrière du cockpit jusqu'à l'empennage arrière, pour pouvoir abriter les modules cylindriques qu'elle devait emporter vers l'ISS. Alors, par quel miracle est-ce que ces deux engins mythiques ne souffraient pas du même mal que le Leduc 22 ? Eh bien, la réponse tient en un mot, gothique. Alors ici je ne vous parle pas des incroyables voûtes des cathédrales, mais du dessin très particulier des ailes adopté par ces deux véhicules, mais qui y font un peu penser. Car pour respecter malgré tout la fameuse loi, leurs ingénieurs, qui n'avaient pas oublié la leçon, ont imaginé les plans porteurs les plus travaillés de leur temps. Leur forme, plus épaisse à l'avant qu'à l'arrière, selon un profil compensant exactement la courbe à double courbure précisément calculée de leur élargissement, permet de ne souffrir que d'une onde de choc à l'avant des ailes, tout en respectant à partir de là la loi des airs jusqu'à la dérive, en ce qui concerne le Concorde, en offrant suffisamment de volume pour y placer les réservoirs.
Pour vous donner une idée du tour de force que représente une telle conception dans les années 60, dites-vous que les ingénieurs de l'aérospatiale qui ont fait les plans du Concorde dessinaient ces profils à la main avant de les tester en soufflerie. Pas de CAO, pas d'ordinateur surpuissant pour réaliser les optimisations. Ici, ils n'avaient seulement qu'une planche à dessin et une bonne dose de matière grise. Mais revenons à nos René. Après 2 ans d'essais, à la fois encourageants et terriblement frustrants, 1958 est l'année du coup de grâce pour René Leduc et son prototype 22. Juste avant Noël de l'année précédente, l'avion est victime d'un incendie pendant un essai de roulement. Sa tuyère est gravement endommagée et prend plusieurs semaines à être remplacée. Et alors qu'il s'imaginait poursuivre avec de nouveaux modèles encore plus dingues, comme ce double fuselage capable sur le papier de démultiplier la portée de son chasseur et d'emporter une charge utile bien plus importante, le second habitacle comprenant au choix des systèmes d'armement ou un opérateur radar, la lettre qu'il reçoit du ministère met un coup d'arrêt à l'aventure. Le gouvernement, dont le budget est englouti par la guerre d'Algérie, a fait le choix de couper ses budgets. L'entreprise aéronautique de René Leduc ne s'en relèvera pas, il finira sa carrière dans les équipements hydrauliques et s'éteindra une dizaine d'années après ses projets volants, âgé de 69 ans. Mais quelques-unes de ces idées géniales lui survivront, et en particulier celle du moteur hybride qui équipe le 22. Pour profiter des avantages à grande vitesse du statoréacteur tout en restant autonome au décollage, le moteur révolutionnaire de Leduc incluait un turboréacteur d'appoint, inclus dans la tuyère de ce dernier. Voilà le principe que retiendra Pratt & Whitney lorsqu'il lui sera demandé de concevoir un propulseur pour l'avion le plus rapide de tous les temps. Vous avez tous déjà vu passer la silhouette unique du Lockheed SR-71 Blackbird, cet appareil espion conçu pour survoler les territoires adverses sans risquer de se faire intercepter, détient encore aujourd'hui le record de vitesse absolue pour un avion non équipé de moteur fusée avec 3540 km/h, c'est-à-dire Mach 3,32. Et dans les carénages de ces moteurs se cachent des versions modernisées de celui qui faisait voler le Leduc 22 20 ans exactement avant que le Blackbird n'établisse son record. Les pilotes qui se succéderont pendant 30 ans à bord de l'Oiseau Noir confirmeront qu'à plus de Mach 3, non seulement son moteur fonctionnait parfaitement, mais lui permettait encore sans peine d'accélérer, son statoréacteur fonctionnant de mieux en mieux à haute vitesse. Si vous avez vu la scène d'introduction de Top Gun Maverick, ce détail vous rappelle d'ailleurs peut-être quelque chose. Cependant, l'usage des statoréacteurs ne se limitera pas aux avions pilotés, et avec de pareilles capacités à haute vitesse, ils sont aujourd'hui au centre du développement de la dernière génération de missiles hypersoniques de croisière. On en a déjà parlé, je vous renvoie donc à la vidéo sortie l'année dernière sur le sujet. Là aussi, l'usage de ces moteurs sans pièces mobiles permet d'atteindre des vitesses extrêmes tout en conservant une durée de fonctionnement largement supérieure à celle des moteurs fusées, contraints d'embarquer avec eux à la fois leur carburant et leur comburant, là où l'air ambiant sert de comburant illimité au statoréacteur. Finalement, l'histoire étant sans doute tristement condamnée à se répéter, voilà que le second brevet de René Leduc sert lui aussi aujourd'hui à propulser des bombes. Voilà les terriens, désolé de vous laisser sur cette conclusion un peu abrupte, mais il est vrai que les plus fabuleuses prouesses techniques provoquent à coup sûr en nous une fascination qui ne doit pas nous faire perdre notre lucidité sur l'usage qui en sera fait. Je vous laisse donc méditer sur l'histoire de ces deux René, Lorrain et Leduc, génies incontestables à l'origine des moteurs les plus révolutionnaires de l'aéronautique, et sur les conséquences de leurs inventions. J'espère en tout cas que ce petit voyage au pays du statoréacteur vous a plu. Bien sûr, n'oubliez pas le pouce, l'abonnement, un petit commentaire, et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite. Ciao les terriens!